On évoque souvent, bien sûr, le blocage de l'accès à la propriété. Finalement, les conditions d'octroi des crédits ne seront pas desserrées. Bonne ou mauvaise chose, Charles ? Ça dépend sur quel levier. Parce que c'était attendu. Certains disaient qu'il faut absolument et militaient pour desserrer les conditions d'octroi des crédits. Alors, sur les conditions, sur la posture du Haut Conseil à la stabilité financière, il y a deux débats. Faut-il que les Français puissent s'endetter au-delà des 35% de leurs revenus ? Personnellement, je n'y suis pas favorable. Pour deux raisons. Acheter un bien immobilier, ça doit être un moment de plaisir et pas à se retrouver en difficulté. On n'a pas pour vocation à installer les gens dans la difficulté. En tout cas, nous, c'est pas comme ça qu'on perçoit notre métier et je pense que c'est pas sain pour la société française. La deuxième raison, qui est plus objective, c'est qu'en réalité, si on arrivait à ce que les ménages soient défaillants et une situation de surendettement, ça va créer de la sinistralité auprès des banques, et cette sinistralité, que vous le vouliez ou non, elle va vous le répercuter d'une manière ou d'une autre, soit en augmentant la marge, le produit net bancaire sur les taux, soit en restreignant les conditions d'accès au crédit. Donc, je dis, ça n'est pas notre intérêt, ni moral, ni économique. La deuxième chose, ce serait l'allongement de la durée du crédit. Là, pour le coup, je pourrais me laisser tenter. Voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est plafonné à 25 ans. Ludovic peut-être complétera ce que je vais vous dire là, mais je ne serais pas choqué que quand on a 30 ans, qu'on puisse emprunter sur 27 ans, 28 ans, pourquoi pas. Voilà. Si c'est ce qui permet d'ajuster, si vous voulez, la mensualité pour ne pas mettre les gens en difficulté, je pourrais regarder ça relativement attentivement. Moi, ce que je crois surtout, il faut raison garder quand on fait un investissement patrimonial et familial, d'accord ? L'objectif, c'est pas de se mettre dans la difficulté, c'est de pouvoir jouir du bien qu'on a acheté avec sa famille comme résidence principale dans le temps. Malheureusement, la vie va vous procurer suffisamment d'aléas sans vous mettre une difficulté financière de plus dès le démarrage de votre investissement. Ludovic, pour compléter, et même... Moi j'ai deux bémols au propos de Charles, mais que je partage sur le principe. Le premier, c'est que allonger la durée de crédit, il faudrait le permettre, mais uniquement aux primo-accédants. Sur un premier achat, de pouvoir emprunter sur 30 ou 35 ans, pour une raison qui est limpide, c'est que la durée de détention d'un premier achat immobilier, en moyenne, c'est aux alentours de 7 ans. On ne va pas garder ce crédit 25 ans. On peut l'emprunter sur 30 ou 35 ans. Partons sur 30. C'est des choses d'ailleurs qui existaient quand on a commencé notre métier et qui posaient de problème à personne. Donc pourquoi pas. Sur le taux d'endettement, donc il y a un taux maximum au-delà duquel on ne peut pas emprunter. Il y a 20% de flexibilité qui sont à la main des banques, mais on va dire que le principe est celui-là, 35% de charge sur les revenus. Le problème de ce taux, c'est qu'il est simple et unique et qu'il est censé régler un nombre de situations, j'allais dire infini, en tout cas un grand nombre de situations, selon qu'on est primo, secondo-accédant, selon qu'on achète sa résidence principale, qu'on finance des parts de SCPI, qu'on finance un investissement locatif, c'est le même taux pour tout le monde. Je ne suis pas non plus, moi, très favorable à l'augmenter artificiellement. En revanche, regardez la contrepartie de ce taux d'endettement qu'elle reste à vivre avec un peu plus de sérieux, serait probablement... Et donc, ça paraît le bon sens de regarder le reste à vivre. Dans les exemples qu'on vous a transmis et qu'on a projetés tout à l'heure, vous imaginez bien que quand on gagne 10 000 euros à deux, on a un reste à vivre qui est pas vraiment le même qu'un couple qui gagne 3 000 euros à deux, et que cette pression de la mensualité de crédit immobilier sur la totalité des finances du ménage ne sera pas la même. Donc il faudrait peut-être regarder effectivement ce qu'est le reste à vivre dans un dossier avec un peu plus de pertinence que ce qui est fait aujourd'hui. Parmi les mesures qui pourraient décrisper un petit peu l'accès au crédit immobilier, il y a celle-là, et puis sur l'investissement locatif, il faudrait réinstaurer une dose de différentiel, c'est-à-dire de faire le plus ou moins entre les revenus fonciers et la mensualité de crédit, plutôt que de mettre dans les charges le crédit et dans les revenus. Alors on avait demandé... Charles, si la relance sur la politique du logement, qu'est-ce que vous attendez moi je partage ce que dit Ludovic. Moi je parlais que de la résidence principale, ce qui est évidemment l'essentiel pour nous du marché. Sur les investisseurs, on avait sollicité le gouvernement, au travers de nos syndicats, de nos organisations, de créer un statut du bailleur privé qui bénéficierait justement d'un régime dérogatoire à cet endettement plafonné à 35% en intégrant les revenus locatifs qu'ils pouvaient espérer des investissements. On n'a pas été entendu sur ce sujet-là. C'est peut-être pas fini, hein.
Non, mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on a été beaucoup entendu, globalement. Entre le CNR Logement qui a accouché d'une souris et un Premier ministre qui a fait 12 ou 18 mois, et le second qui est en place aujourd'hui, plein de dynamisme en tout cas, mais qui à date a débouché sur pas grand-chose ou rien. Voilà, donc statut du bailleur privé. Statut du bailleur privé, avec un régime dérogatoire sur le taux d'endettement qui permette de considérer que l'investissement locatif génère du revenu et intégrer ces revenus dans les ressources pour calculer le taux d'effort, ce qui n'est plus fait aujourd'hui, typiquement. Voilà, et c'est vrai, peut-être une meilleure utilisation des 20% de régime dérogatoire auquel faisait référence Ludovic en ce qui concerne notamment le reste à vivre. Sur lesquels, c'est vrai, il n'y a pas de discernement aujourd'hui que vous gagnez et vous aviez des tranches de revenus là dans votre exemple. Voilà. Dans la relance pour nous, malheureusement, sur la partie, je vais parler de la transaction résidentielle dans l'ancien. En fait, nous, vous savez, on a l'habitude de se débrouiller tout seul, Olivier, donc on va continuer à se débrouiller tout seul. La seule chose qu'on demande en revanche, c'est qu'on nous laisse faire notre métier convenablement. Ce qui a failli ne pas être le cas, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'un avis de l'autorité de la concurrence était venu un petit peu instruit d'ailleurs exclusivement à charge à l'encontre des agents immobiliers en expliquant qu'on était des mauvais garçons à prélever 5,78% d'honoraires sur les transactions avec un service qui n'était pas forcément à la hauteur. Ça, pour nous, c'est extrêmement vexatoire parce que d'abord, ça traduit une méconnaissance totale de nos activités de la part d'autorités de la concurrence. Et c'est oublier qu'en fait, on est quand même le bras armé de l'État pour un certain nombre de services et de contraintes et d'obligations dont on veut bien nous faire porter la responsabilité, mais dont on ne veut pas nous reconnaître les qualités. Voilà, donc laissez-nous faire notre travail convenablement, on va le faire, je vous promets. Et on va terminer en conclusion, Ludovic, quels sont vos bons conseils pour ceux qui veulent franchir le cap, emprunter et acquérir un bien immobilier? Alors aujourd'hui, il n'y a plus de place à l'impréparation. Il faut vraiment préparer en amont, voilà, c'est vraiment anticiper. C'est ça, c'est un moment un peu solennel où il faut préalablement avoir mobilisé de l'apport, parce qu'il en faut aujourd'hui. C'était possible hier et avant-hier d'avoir un effet de levier total sur le crédit, voire même d'emprunter les frais de notaire, d'agent immobilier. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, il faut disposer quand même d'un peu d'apport. Il faut avoir un dossier parfait, c'est-à-dire que tout ce qui dépasse sera un prétexte à se faire quand même retoquer son dossier auprès d'une ou plusieurs banques. Donc il faut avoir tous les voyants au vert, de l'apport, une durée de crédit maximum de 25 ans, avoir 3 ou 6 mois de relevé de compte absolument parfait, sans découvert, sans opposition administrative, sans avis à tiers détenteur. Il faut s'être comporté parfaitement. Et puis il faut éviter, notamment sur les primo-accessions, il faut éviter un saut de charge trop important. Si on a un loyer de 700 €, demander 1 500 € de mensualité de crédit immobilier, ça peut interpeller. Le saut de charge est dans ce cas-là trop important et ça peut être une petite lumière dans la tête des banquiers qui vont avoir plus de doutes sur l'acceptation du dossier. Très bien. Charles, en conclusion? Oui, je partage cette analyse-là. Moi, je crois qu'il faut revenir à des investissements de raison. La préparation me paraît être indispensable. Ne pas surestimer ses capacités financières, être raisonnable. Vous savez, c'est aussi parfois reculer de quelques kilomètres son choix de résidence principale, c'est renoncer à quelques mètres carrés, c'est aussi s'acheter un confort économique qui est parfois aussi important que le confort pratique que vous pouvez avoir dans un logement qui vous convient. Et c'est bien aussi qu'on revienne à des choses raisonnables avec, encore une fois, je rappelle cette philosophie, l'investissement, immobilier résidentiel, c'est un investissement dans le temps de capitalisation, c'est pas fait pour faire de la plus-value, c'est pas un élément de spéculation, c'est un élément de capitalisation.